effectivement, j'avais pris date avec Jean-Charles l'an dernier, parce que je n'avais pas pu être avec vous, sur une approche de vous présenter deux conférences, une sur le macrocosme, donc on va dire sur l'univers et en particulier sur la Terre, et une sur le microcosme, donc sur l'homme. Et le point commun entre les deux, dans les approches que je vais vous présenter, c'est le thème, c'est la chute, le dogme de la chute. Donc, c'est vrai que nonobstant la grâce que Dieu nous donne, la chute se continue avec le mystère de l'iniquité. Et dans le cadre du macrocosme, il y a une étape majeure, le déluge. Alors, un petit mot introductif aux deux conférences ici. Je vous présente le livre que j'ai publié il y a quelques années et que je mets en vente. Je pourrais dédicacer à ceux qui sont intéressés. Ça s'appelle Méditation vitosienne, donc là c'est sur le microcosme. Et c'est en fait un modèle anthropologique inspiré à la fois, on va dire, de la tradition chrétienne et de la méthode Vitos. Je vous en dirai un mot demain. Mais voilà, je suis prêt à dédicacer cet ouvrage. Si ça vous intéresse, on en parlera demain. Il est en vente en ligne aussi sur le site YouStory, ou aussi sur Amazon, ou sur la FNAC, etc., sur de nombreux sites. Il est imprimé à la demande. Il fait 43 € à la vente parce qu'il y a beaucoup de diagrammes en couleur. Ici, je vous le fais à 35 €, c'est le prix coûtant. Voilà. Si vous êtes intéressé, je ne fais pas de bénéfice sur ces ventes. Alors, on va passer au premier thème, mais juste avant, donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un statut sur la reconstitution de la Pangée. Où est-ce que j'en suis dans mes travaux? Mais comme nous venons de déjeuner, que nous pouvons avoir peut-être un petit coup de fatigue, et que je vais vous bombarder avec plein d'images, je vais vous proposer, pour commencer, un petit exercice de la méthode Vitos, pour essayer de nous recentrer tous ensemble et d'être présents par le corps. Donc en fait, dans la méthode Vitos, ce qui est important, l'entrée, c'est la dimension incarnée, c'est la présence à son corps, et la réceptivité sensorielle, ça repose le cerveau. Et comme je vais vous bombarder d'éléments, je vais solliciter votre attention. Je vous propose de prendre quelques secondes pour faire un petit exercice sans bouger. Vous pouvez, si vous le voulez, fermer les yeux et être réceptif à la manière dont vous êtes assis sur votre chaise, à vous positionner le plus confortablement possible et à laisser venir les sensations de votre corps en appui sur la chaise, avec le dos posé sur le dossier, les fessiers posés sur le dessus de la chaise et vos pieds posés par terre. Vous pouvez prendre quelques instants également pour laisser venir à vous les sons qui peuvent venir à vos oreilles. Puis je vous invite à peut-être faire une inspiration un petit peu plus longue que d'habitude et à souffler le plus longtemps possible avant de rouvrir les yeux. C'est parti pour la conférence. Voilà, donc aujourd'hui, dislocation du continent originel, où en sommes-nous dans nos travaux. Donc, un sommaire, je ne vais pas refaire les conférences que j'ai déjà faites dans le cadre de l'association, je vais passer vite sur la dimension introductive, mais je vais juste la compléter. En fait, l'angle de vue aujourd'hui, c'est d'essayer, pour l'introduire, de voir ces deux approches, temps court, temps long. Une approche temps court, on appelle ça le catastrophisme, c'est les grandes amplitudes. Et puis les approches plus continues, plus graduelles, on appelle ça uniformitarisme. Je ferai un petit mot sur la géographie divine de Fernand Combette en rappelant, ce qu'on a déjà vu ce matin, un certain nombre d'éléments, mais là je vais être très court. Et ensuite, je vais aborder une approche, puisque voilà, il y a pas mal de mesures nouvelles depuis 20 ans.
Et là, suite à la demande de Jean-Charles, voilà, j'ai réutilisé des données beaucoup plus récentes que celles que j'avais utilisées pour critiquer l'œuvre de Combette entre 2010 et 2015, on va dire. Et donc là, ça change pas mal. Et donc je vais vous présenter un petit peu l'approche, la démarche pour la reconstruction du continent originel. Donc ça sera les règles que je me suis données, c'est le paragraphe 3 là. Et puis au paragraphe 4, un avancement des travaux de reconstitution. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Donc ça prend beaucoup de temps et on va dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas fait la moitié du travail. Mais voilà, ça avance. Je vous présenterai un ensemble de zones géographiques que j'ai parcourues et sur lesquelles, en termes de reconstruction, je suis assez confiant en termes de résultats. Et puis je terminerai par une conclusion d'ordre plus épistémologique. Alors l'approche catastrophiste, c'est quelque chose d'assez classique dans l'histoire, c'est ce qu'il y a de plus ancien. Et on en a parlé ce matin, c'est surtout l'attraction et le ravinement pour les mouvements horizontaux. Donc les récits bibliques. Et puis, pour réutiliser une expression de psychologie jungienne, le catastrophisme, il fait notoirement partie de l'inconscient collectif de l'humanité. C'est vraiment, dans toutes les civilisations, on le retrouve. Et un des éléments importants du catastrophisme, c'est qu'il est finaliste, c'est-à-dire qu'en plus, il est compatible avec une théologie de la création. À l'inverse, l'uniformitarisme comporte, quant à lui, de nombreuses références récentes. Et on parle surtout de dépôts réguliers uniformes, ça fait penser aux dépôts sédimentaires. On va dire les sédiments se déposent verticalement, typiquement on a des fleuves qui coulent et qui amènent des sédiments, et ça c'est quelque chose de régulier. Et donc l'approche uniformitariste est aussi valable pour un certain nombre de phénomènes qu'on observe. Et donc la précipitation, c'est régulier, même si ce n'est pas strictement linéaire, c'est des éléments qu'on appelle stationnaires. Donc l'uniformitarisme, lui, il va se restreindre au nom des sciences à un discours qui va se focaliser sur les causes antécédentes. Il est afinaliste, il ne veut pas considérer d'objectif quant au mouvement. Alors là, un petit mot sur la modélisation. Il va y avoir des différences de modélisation entre les deux approches. Dans l'approche uniformitariste, on va se réduire, on va sûrement se ramener à des intensités faibles ou moyennes, avec des phénomènes stationnaires, et on parle de modélisation linéaire. Donc j'ai mis au milieu de cette page une représentation graphique d'un dessin qu'on appelle une sigmoïde, c'est un S si vous voulez, et ça dans les sciences, le S, dans sa plage, on va dire, intermédiaire, ça représente un segment de droite, et entre une cause qui est représentée en abscisse et un effet, donc typiquement une cause qui va générer un mouvement de géologie, on va avoir un effet typiquement proportionné. Et quand les intensités sont grandes, on va avoir des mouvements qui vont atteindre les limites du milieu, et on va avoir des phénomènes de saturation, le milieu ne peut plus répondre de manière linéaire. Et qu'est-ce qui se passe quand, au niveau des équations, au niveau de la mathématique, on a du non-linéaire? Là, c'est vraiment très simplifié ce que je vous mets. Mais ce qui se passe, c'est que, voilà, on a la gravitation, on a du ravinement, on a des forces qui s'exercent, qui sont parfois un peu antagonistes. Eh bien, on va avoir des hautes intensités et un fonctionnement proche de la zone de saturation. On va avoir des effets discrets, on va avoir des effets quantiques, et on va avoir des traits fractales. Donc ce que Jean-Charles a montré ce matin sur les paysages de montagne, on retrouve à des petites échelles des strates, et on les retrouve à des échelles plus grandes. Donc typiquement, ces traits multi-échelles, c'est du non-linéaire, et comme l'a très bien montré Jean-Charles ce matin, l'explosion du mont Sainte-Hélène, en quelques heures, avec des mouvements de très grande ampleur, on va retrouver des dessins réguliers. C'est une logique non linéaire. Et donc ça, on le retrouve très fortement, évidemment, dans le Grand Canyon, ou un certain nombre d'éléments. Et ça, c'est en faveur des effets de très très grande ampleur. Donc, je vais passer assez vite sur les reconstitutions antiques, parce que j'en ai déjà parlé dans les conférences précédentes.
le psalmiste, Hérodote, Saint-Hildegarde, etc. Je passe assez vite cette fois-ci. De la même manière chez M. Snider-Pellegrini, je vais essayer d'aboutir à des effets plus contemporains et la thèse pivot d'Alfred Wegener que je vous avais déjà présentée. Je pense qu'il faut retenir, ici je présente 4 auteurs, Alfred Wegener, Samuel Carré, ensuite il y a, c'est pas des auteurs mais c'est des thèmes, la tectonique des plaques que tout le monde connaît aujourd'hui, et puis depuis une vingtaine d'années dans les universités on parle d'un phénomène qui va un petit peu au-delà par rapport à la tectonique des plaques, ça s'appelle la convection mantélique ou la convection tectomantélique. Donc Alfred Wegener, je ne reviens pas dessus, vous connaissez, la dérive des continents, ça a plus de 100 ans. Samuel Carré, c'est quelque chose d'un peu original, mais c'était quelqu'un qui était vraiment géologue. En fait, il a fait une hypothèse assez cocasse. Il a émis l'hypothèse que la Terre avait changé de diamètre, qu'elle avait énormément grossi. Et on passe de 4000 à 6000 km de rayon, et ça écarte les continents. Alors bon, ça a été un petit peu écarté dans les milieux universitaires, mais comme M. Carré était lui-même un universitaire, il avait quand même eu droit au respect de ses collègues. Et bon, maintenant, c'est une thèse qui paraît un peu marginale, mais voilà, il faut aller chercher des choses comme ça pour avoir une pensée un peu catastrophiste. Et puis, donc, la tectonique des plaques, c'est quelque chose qui est maintenant connu, je vais y revenir tout à l'heure. La convection tectomantélique, c'est quelque chose qui met en œuvre un modèle à l'intérieur de la Terre. Le noyau externe comporte du magma bouillant, et ce magma remonte en cheminée à travers le manteau qui lui est plutôt solide, et ce magma va avoir des trajectoires, donc il va décrire des cercles que vous voyez ici, là, des cercles, je vais vous présenter ça, ici, voilà. Et ces cercles, en fait, vont faire en sorte que la croûte terrestre va bouger. Et ce qui est intéressant dans cette thèse, c'est qu'il y a une reconnaissance que les dorsales océaniques, elles n'ont pas été des lieux de poussée, mais des lieux de traction. C'est-à-dire, il y a écartement des continents, et le magma remonte parce que les continents se sont écartés. Et dans ce modèle-là, on représente ça. Alors, on représente ça de manière uniformitariste, c'est des millions d'années, mais on constate que ce sont des tractions. J'y reviendrai un peu plus tard. Alors, parmi les reconstitutions les plus récentes, je me suis intéressé. Il y a un site qui est très intéressant, c'est le Horsebike Group de l'Université de Sydney, où on trouve plein de choses intéressantes concernant les modèles numériques de relief. Et on retrouve des reconstitutions qui sont en fait, à l'heure actuelle, très proches de celles proposées par Alfred Wegener. Ce que vous avez ici comme représentation de la Terre, c'est vraiment la partie qu'on appelle l'Australie, l'Antarctide, tout ça. On a l'océan Thétis, on a toute cette approche proposée par Wegener, on s'en est pas beaucoup écarté, mais on va dire que les scientifiques travaillent sur cette reconstitution avec des données les plus récentes. Je reviendrai un petit peu sur cette approche-là. Disons que c'est intéressant dans cette approche, c'est la dimension vectorielle permettant d'avoir une représentation dynamique du mouvement. Donc c'est très orienté mouvement. En revanche, pas de grandes nouveautés concernant la reconstitution des continents depuis Wegener et en particulier depuis 20 ans. Ce que je représente ici sur ce diagramme, c'est un petit peu un historique. Vous avez en abscisse le temps depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque contemporaine, et en ordonnée, vous avez en haut les approches plus catastrophistes, vraiment ce qui est plus biblique, et en bas vous avez des approches qui sont plus uniformitaristes. Donc plus le temps passe, plus on descend et plus on a à faire face à des approches, on va dire, qui sont de l'actualisme, qui sont liées à en fait, le passé et le reflet. En fait, pour remonter au passé, il faut prendre ce qui se passe à l'heure actuelle et on remonte comme ça. Néanmoins, il y a quelques auteurs qui sortent du lot, donc Fernand Combette, Waldbrand, qui a un modèle d'hydroplaque. Donc en fait, lui, il a une dérive des continents, mais la dérive des continents, dans sa dimension diluvienne, c'est que les continents reposaient sur une couche d'eau qui était sous le continent originel avant le déluge. Et cette couche d'eau, elle faisait 1600 mètres de hauteur.
Et c'est cette eau qui serait jaillie de la Terre par les, entre guillemets, les dorsales océaniques maintenant, et qui aurait créé le déluge. Donc c'est Waldbrand, un modèle absolument catastrophiste. Samuel Carré, on en a parlé. Ensuite, la tectonique des plaques, et puis la convection manthénique. En fait, les universitaires maintenant travaillent beaucoup sur ces modèles, avec le professeur Mackenzie, et puis Nicolas Coltis, dont je vais vous parler à la fin. Voilà, je passe sur cette synthèse, parce que là, l'objectif, c'est quand même de vous présenter où est-ce que nous en sommes. Donc là, je fais un petit récapitulatif de ce que je vous avais présenté aux conférences précédentes. Donc ça représente, côté Fernand Combette, la proposition de reconstitution qui est vraiment très très différente de celle de Wegener en termes de résultats. On a une approche catastrophiste, on n'a pas une dérive, mais une dislocation contrôlée, et une conformité au sein des écritures. Il y a des relevés bathymétriques à l'époque de Fernand Combette, donc qui datent des années 20-30, évidemment, là ça va changer, puisqu'on a beaucoup de relevés. On a dans la démarche de Fernand Combette une bibliographie très très large, qui remonte jusqu'au début du XXe siècle, et une stratégie que je vous avais déjà présentée, qui est de recoller les blocs continentaux en partant d'une cote, qui est une cote de profondeur océanique, qui est la cote moins 2000. Je vais revenir dessus. Alors, quel principe pour la reconstitution est-ce qu'on va adopter? Il est représenté ici une terre à peindre, parce qu'évidemment, si je peins la terre, je vais lui donner la forme que je veux. Et ce n'est pas une démarche qui soit très sérieuse. Je ne suis pas là en train de faire de la peinture. Donc il faut des règles. Et donc, en fait, là, je vais vous proposer de parcourir quelques règles, des règles physiques, des règles géologiques, et aussi des règles qui m'ont beaucoup aidé. Le géomagnétisme. Je n'y ai pas pensé au début, j'avoue, mais voilà, je vous en parle un petit peu. Et puis, je vais vous parler aussi de principes issus des approches bayésiennes, parce que j'ai fait un doctorat en traitement de signal avec des approches qu'on appelle bayésiennes. Dans les approches bayésiennes, en fait, on sait qu'on part avec des a priori. Et en fait, en science, l'a priori, il est souvent très mal vu. Sauf qu'il n'est pas possible de ne pas avoir d'a priori. Il y a toujours un a priori. Ce qu'il ne faut pas, c'est que l'a priori il soit déjà conclusif. Là, il y a un danger d'affinalisme, sinon on n'avance pas. Et donc, je vais utiliser quelques a priori que je vais vous présenter. Et ceux qui disent qu'ils n'ont pas d'a priori, en fait, ils se trompent, ils en ont. Donc, la méthodologie que je propose, on va d'abord parler des données. Qu'est-ce que j'ai utilisé comme information? J'ai utilisé des modèles numériques de relief les plus récents. Donc on les trouve sur un site qui s'appelle Etopo. Et là, je reconstruis le continent avec un fichier qui comporte environ 60 millions de points. Et chaque point comporte une valeur de relief, soit une bathymétrie, soit une altitude. Mais en termes de données précises, j'utilise du 15 secondes d'arc. Donc quand je zoome sur les endroits, je vais sur ce que vous trouvez sur Google Earth, vous pouvez zoomer. Là, il y a 4 milliards de points. Donc voilà, on a quand même maintenant des bons relevés. Il y a encore des zones un peu incertaines, mais voilà ce que j'utilise. En plus des cartes géologiques, avec les âges des différentes roches de la surface. Des cartes physiques, parce qu'il faut quand même situer ces endroits. Et puis des cartes de magnétisme. Alors je vais revenir sur le magnétisme un peu plus tard, mais c'est une carte qui s'appelle EMAG2 qu'on retrouve, qui est gratuite, qui est très intéressante, et qui permet de regarder des anomalies du champ magnétique terrestre. Et ces anomalies sont très utiles. On va voir ça. Alors ensuite, au niveau des outils, après les données, ce sont les outils. Ça commence à devenir compliqué, ces 60 millions de points. Donc il faut un ordinateur puissant, il faut changer l'ordinateur. Il faut une suite bureautique, il faut des logiciels de calcul matriciel type MATLAB ou ORCAD. Il faut un logiciel de traitement pour déformer ce qu'on peut déformer, parce que évidemment on va essayer de reconstruire, on va transformer
des blocs. Et puis il faut passer, parce que quand on utilise une représentation des modèles numériques de relief de la Terre, un point égale une altitude ou une profondeur, eh bien on utilise la plupart du temps une projection qu'on appelle équirectangulaire, donc c'est celle-là. Et donc ici vous avez le pôle, ici c'est un point qui est représenté ici sur une ligne, donc c'est une déformation au pôle. Et il faut compenser cette déformation pôle si on veut travailler à reconstruire le continent unique. Et donc, pour ça, il faut changer de projection. Donc la projection sur un cylindre équirectangulaire entre nord et sud, parfois je change de projection et j'utilise une autre projection, qui est la projection de Cassini. C'est les mêmes données, mais c'est comme si j'avais un pôle à l'est et un pôle à l'ouest. Et ça me permet de ne pas avoir de déformation au pôle nord ou au pôle sud. Et ça me permet de travailler sereinement pour essayer de travailler sur ces zones un peu délicates. Alors, concernant les a priori, comme je suis dans une logique catastrophiste, je vais me donner quelques hypothèses. Concernant les plaques tectoniques, l'hypothèse, c'est que leur étendue, c'est d'abord le résultat de la dislocation achevée. Les limites des plaques tectoniques, ça ne doit pas être gardé pour la reconstitution. Je travaille sur les continents, pas sur les plaques. Les plaques, c'est le résultat aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ça ne bouge pas, mais ce n'est pas le sujet. Et puis ensuite, je le disais tout à l'heure, comme le reconnaissent les approches de convection montéique, les dorsales océaniques, ce ne sont pas des lieux de poussée. Il n'y a pas assez de puissance pour une remontée de magma pour écarter les continents. C'est au contraire les continents à écarter qui ont conduit par l'écartement à des remontées de magma. Voilà pour les premiers a priori. Les a priori suivants, en fait, il peut y avoir des phénomènes plus lents, plus réguliers, de l'érosion, de la glaciation. Et là, il va falloir que je la prenne en compte. Il y a 20 ans, je n'aurais pas pu le faire. Il faut voir à travers la glace de l'Antarctique. Il faut enlever 2 à 3 km de glace parce que il s'est passé des choses sur l'Antarctique et l'Antarctique il ne peut pas rester tel qu'il est aujourd'hui si on veut réemboîter. Et ça, je n'étais pas en mesure de le faire il y a ne serait-ce que 10 ans. Donc je vais vous parler un peu de ça. Ensuite, cette planche, je vous l'ai déjà présentée dans les autres conférences. Elle date d'il y a 20 ans. J'ai passé en revue tous les continents. C'est juste pour vous donner la vision par des coupes, on appelle des profils, des coupes bathymétriques, que en fait, il faut bien prendre le continent dans sa partie complète, dans une côte en profondeur, et ne pas rester au niveau zéro pour réemboîter les continents. Donc, par exemple, ici, je prends l'Amérique du Sud, je fais une coupe ici au niveau de l'Amérique du Sud, et je m'aperçois qu'il faut bien prendre les parties vertes ici pour avoir les blocs complets. C'est ce qu'a fait Combet, et c'est ce que je réutilise. Maintenant, ce qu'on va voir, et d'ailleurs Combet était encore assez ouvert par rapport à cette démarche, c'est que ce n'est pas suffisant. J'ai commencé à penser que ça suffirait largement. Ce n'est pas le cas. Ensuite, quelques éléments par rapport à la cote -2000 de Fernand Combet. Ici, j'ai utilisé modèle numérique de relief pour recalculer les plus grandes pentes, justement, qui correspondent aux blocs continentaux. Donc la plus grande pente pour les blocs continentaux en moyenne sur l'ensemble des continents, on la retrouve à moins 940 mètres, donc 500 brasses. Néanmoins, ce qu'on voit, c'est que entre justement ces 500 brasses et 3000 mètres de profondeur, la pente reste très forte. C'est la raison pour laquelle l'approche de prendre le milieu de cette pente me paraît très intéressante. Alors, pour info, Fernand Combet, il interprétait la Bible en disant « moins 2000, ça divise en 2 parties égale le volume des océans ». C'était difficile de faire le calcul à l'époque. Et aujourd'hui, quand on cherche sur Internet quelle est la profondeur médiane des océans, on ne la trouve pas. On trouve la profondeur moyenne des océans, pas loin de 3700 mètres de profondeur, mais la profondeur médiane des océans, celle qui coupe le volume de l'eau en deux, là, moi j'ai fait le calcul, c'est environ moins 2080 mètres. Alors évidemment, il y a quelques erreurs de calcul. Si j'utilise toute l'eau de l'Antarctique, je vais remonter de 70 mètres, donc il va y avoir des variations, mais
On va dire que grosso modo, entre 2000 et 2200 mètres de profondeur, on est vraiment au milieu du volume des océans. C'est-à-dire que toute la partie supérieure à moins 2000 mètres, c'est vraiment une moitié du volume de l'eau. Et donc, j'ai opté pour les travaux un petit peu plus bas que Fernand Combette. J'ai choisi moins 2200. Bon, histoire de voir éventuellement apparaître un certain nombre de choses. En fait, à certains endroits, je suis descendu à moins 2006 pour récupérer, parce que qualitativement, on voit que c'est là qu'est l'information. Mais grosso modo, c'est quand même une bonne base. Ensuite, il y a des règles de conformation physique. Alors, la règle des 3 P, je l'appelle la règle des 3 P, des pleins, des plis et des plats. Ce que vous voyez ici, à gauche, c'est la reconstitution par Fernand Combette de l'emboîtement entre l'Australie et l'Antarctique. Et je vous l'avais présenté, la dernière fois j'ai fait une conférence sur ce sujet, cet emboîtement, il est parfait. Il est vraiment parfait, c'est-à-dire qu'il y a très peu de pertes de mémoire. La priori que j'utilise, c'est quand même important de se le dire, là, c'est les paysages les plus anciens étaient marqués par de faibles plissements. Quand il y a beaucoup de plissements montagneux et qu'il y a une orientation d'un plissement, on va déplisser. Et donc, j'imagine quand même que le paysage originel, il était moins plissé. C'est qualitatif, mais c'est quand même une règle un peu de base. Je vais observer des montagnes et je vais déplisser ce que je vois. C'est un petit peu ce qui me guide. Et donc, je vais restaurer le plein en déplissant. Et donc, je fais quand même l'hypothèse d'un continent monobloc. Je ne sais pas où je vais aboutir, mais c'est quand même cette hypothèse. Donc en fait, ces paysages anciens, on appelle ça en géologie des cratons, typiquement en Afrique, typiquement en Australie. Il y a des blocs, un peu de relief, mais assez doux, pas très haut, et on appelle ça des cratons. Et c'est typiquement la géologie moderne qui me dit que ça, ce sont les âges les plus anciens. Je ne vais pas dire que ça a 240 millions d'années, ou plus. Je prends l'information, c'est le plus ancien. Et ça, je m'en sers. Ensuite, il y a des plis. Donc les plis, je vous en ai parlé. On les retrouve chez Fernand Combette ici. La montagne, la cordillère des Andes, elle est très plissée. Et donc il est logique de la déplisser dans le sens nord-sud. C'est ce qu'a fait Fernand Combette. Il passe de 5600 km à 6800 km de long pour la cordillère des Andes. Ça, je le garde. Ça n'a pas changé. Les relevés, ils sont toujours comme ils sont. Mais ce qu'on voit aussi, et vous voyez ici toute la zone du Tibet, l'Himalaya, qui vont jusqu'à la Caspienne, c'est qu'ici, par exemple, il y a les zones caspiennes et le désert de Taklamakan ou Taklamakan en Chine. Ces zones sont extrêmement plates. C'est des remontées de magma. Elles sont récentes. Et là, je m'autorise à les supprimer. Il faut supprimer ces zones-là dans la reconstruction. Parce que ce sont des remontées de magma dues à des déplacements. Et on voit que à l'échelle d'une planète, ces zones-là sont assez spécifiques. Il faut travailler sur ces zones de manière relativement locale et passer sur toutes ces zones de plat. Là, Combette n'avait pas relevé celle-là, mais il en avait relevé certaines dans le nord, le continent nord-américain. Donc la règle des 3 P. Alors ensuite, je vais vous parler au niveau géologie de deux notions importantes qu'on connaît mais qu'on ne connaît pas toujours très bien. Donc vous avez ici une carte géologique avec l'Afrique qui est en haut à droite et puis l'Amérique du Sud qui est en bas à gauche. Et vous avez au milieu la dorsale océanique qui est très connue, qui est entre guillemets en rosé, là ici, rose-violet. Et donc, on a, le long de cette dorsale, en fait, il y a eu petit à petit, au fur et à mesure de l'écartement entre l'Amérique et l'Afrique, la création de ces zones ici. Et ces mouvements sont à la surface d'une sphère, et les mouvements à la surface d'une sphère, ce n'est pas juste des translations. Il y a des déformations. C'est très complexe, mais on va dire qu'il y a forcément de la cassure. Et donc on dit qu'il y a un point qui s'appelle le pôle de l'air. Et puis il y a à gauche et à droite de la dorsale, donc the ridge en anglais c'est la dorsale, c'est la remontée de magma.
Eh bien, à gauche et à droite, il y a ces remontées de magma successives qui vont faire des paysages dorsaliens. Et puis, vous avez ce qu'on appelle ici, et ça c'est très important de comprendre, vous avez des zones de rattrapage, puisqu'on est à la surface d'une sphère. Et ces zones de rattrapage, ça s'appelle des failles transformantes. En fait, les roches ne glissent pas à la même vitesse lors de l'écartement de part et d'autre de cette faille. Donc c'est une compensation de mouvement. Et donc ici, vous avez ces stries qui sont horizontales, qui sont perpendiculaires à l'axe de la dorsale. Ce sont des failles transformantes. Ces failles transformantes, elles vont nous guider dans la direction de reconstitution du remboîtement des continents. Ça marque des chemins dans la reconstruction. Et donc il faut avoir en tête ces deux notions, la dorsale et la faille. Et j'en reparlerai tout à l'heure. Donc là, vous voyez encore justement la dorsale entre l'Amérique du Sud et l'Afrique. Quelques règles complémentaires. Ici, vous avez des zones en rouge en géologie. Ce sont les magmas les plus récents. Et là, les provinces océaniques magmatiques, les magmas les plus récents doivent être supprimés. J'ai mis longtemps à comprendre parce que parfois ça remonte au-dessus de 2000. Mais ces remontées magmatiques ne correspondent pas à des paysages préexistants. Donc je vais les supprimer. Ça, c'est pour le fond des océans. Pour les continents aussi, il faut les réduire. Peut-être pas les supprimer complètement, mais voilà dans les règles que j'ai utilisées, que j'ai mis un peu de temps à redécouvrir, parce que je ne suis pas géologue et je dois prendre les informations là où elles sont. Enfin, le long de ces chemins qu'on vient de voir en remontée magmatique, il y a en fait des oscillations en termes de roches, donc on va en parler tout à l'heure, mais il y a aussi des changements des variations magnétiques. À la surface des océans, on mesure le champ magnétique terrestre et environ dans des quantités, enfin des amplitudes de 1/50e à 1/100e du champ magnétique terrestre, il y a des petites variations. Et ces petites variations se font de part et d'autre des dorsales. Et donc je vais utiliser ces petites variations. Donc, dans les méthodes dites uniformitaristes, ces variations, ce sont des changements des inversions de pôle. Et dans une méthode catastrophiste, les variations de pôle, les variations ne sont pas du tout des changements des inversions de pôle entre le pôle nord et le pôle sud. Sur des millions d'années, il a été supposé qu'on passait du nord au sud avec des inversions. Le sud passait en haut, le nord passait en bas. Je n'ai pas du tout cette approche, mais je vais utiliser cette information. En fait, ces variations sont dues aux remontées de magma. Et les remontées de magma, au fur et à mesure qu'elles se font lors de l'écartement des continents, en fait, on va avoir un refroidissement du magma. Le magma très chaud, il est amagnétique. Il n'a pas d'orientation magnétique. Et quand il se refroidit en remontant, il passe sous une température qu'on appelle la température de Curie, et il y a une orientation magnétique qui se fait, et c'est cette orientation magnétique qui va générer ces variations de champ. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça va nous aider à voir, entre guillemets, des chemins. Donc ce que vous avez ici, c'est pas facile à voir, mais en haut de l'image, vous avez l'Australie. En bas de l'image, vous avez l'Antarctique. Et entre les deux, vous avez ces chemins d'écartement entre l'Australie et l'Antarctique. Et vous avez des bandes comme ça, qui sont relevées. Et ces bandes montrent ces alternances qui en fait sont les variations sur une croûte terrestre d'environ 10 km, des remontées de magma, qui vont occasionner ces variations-là de champ magnétique. Et là, je vais m'en servir pour la reconstruction. Donc là, je passe assez vite, mais ce sont les liens entre les variations, on va dire, du paysage et les variations de champ magnétique. Il y a une certaine corrélation, une fréquence double, on va dire, entre les deux, mais je passe assez vite. Ce n'est pas ce qui est important pour aujourd'hui. Enfin, je vais mentionner parmi les règles, des règles de cohérence dynamique. C'est-à-dire que je vais faire une reconstruction locale, je vais choisir un endroit pour faire des réemboîtements. Il faut quand même que les règles soient cohérentes entre tous les mouvements que je vais supposer pour faire ce réemboîtement. Donc j'ai besoin
d'être très précis par rapport à ça, et c'est la raison pour laquelle j'ai pris beaucoup de points, beaucoup de relevés, et je travaille ce qu'on appelle en matriciel ou en raster, je ne travaille pas en vectoriel. Mais à la fin, il faudra avoir une cohérence d'ensemble au niveau de la planète complète, et ne rien oublier. Et c'est la deuxième cohérence dont je parle, c'est la cohérence d'ensemble. Il faut une séquence complètement ordonnée. Bon, pour l'instant, j'en suis pas là. Voilà, donc je vous ai parlé des règles. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu de où est-ce que nous en sommes dans la reconstruction. Ce que vous voyez, c'est le statut qui est aujourd'hui incomplet. Le travail est en cours. Mais on va dire que par rapport à l'approche proposée par Fernand Cambette, j'ai reconstitué 3 festons. Un feston qui est le sud de l'Amérique du Sud, qui va, entre guillemets, embrasser le sud de l'Afrique. Un deuxième feston qui est l'Antarctique, et un troisième feston qui est l'Océanie. Et donc j'ai rempli l'océan Indien. Et donc là, on peut comparer un petit peu avec Fernand Cambette auparavant. Hein, je vais remonter un petit peu. Voilà. Chez Fernand Cambette, vous voyez ici Madagascar, qui est ici dans la mer de Weddell, au niveau antarctique. Vous avez la Corne de l'Afrique et l'Arabie, ici. Vous avez l'Inde qui est ici. Ce que vous voyez ici, c'est la Nouvelle-Zélande. Et par rapport à toutes les îles indonésiennes, elles sont... Non, effectivement, la Papouasie-Nouvelle-Guinée ne bouge pas trop, mais les îles indonésiennes, en fait, sont dans la, entre guillemets, le feston du Japon, ou en tout cas se rapprochent du large de la Chine. Donc voilà, moi j'ai beaucoup travaillé sur cet aspect-là, et c'est là où ça change par rapport à Fernand Cambette. Donc je vais revenir sur les différents éléments. Donc ici, je vais les parcourir un petit peu plus en détail, et vous donner le statut. Donc je commence par l'Afrique. L'Afrique, c'est un continent ancien. Il n'y a pas beaucoup de variations de relief. Voilà, il y a beaucoup de ce qu'on appelle du craton. Donc toutes ces zones un peu rougeâtres que vous voyez ici, c'est un paysage qui n'a pas trop bougé même entre l'avant-déluge et l'après-déluge. Néanmoins, quand on regarde très bien l'Afrique, on sait qu'ici, il y a ce qu'on appelle le Grand Rift, à l'est de l'Afrique. Et on sait qu'il s'est passé des choses. Et en fait, par rapport à la définition que je vous ai donnée tout à l'heure du Grand Rift, en fait, ici, on a des grandes failles. Et ce qu'on appelle le Grand Rift, ce n'est pas une dorsale, c'est une faille transformante. Il y a eu un mouvement au niveau de l'Afrique, mais en fait, c'est entre le nord de l'Afrique et le sud de l'Afrique qu'il y a une dorsale. Et en fait, il y a eu un écartement vers le sud, ici, de la partie sud de l'Afrique. Et ça a créé ces failles, ici, transformantes. Et donc, voilà, une petite nuance par rapport à la terminologie de l'Afrique. Le Grand Rift, c'est une faille transformante avec remontée de magma, c'est pas une dorsale. Donc, par rapport à l'Afrique, je n'ai pas eu à énormément transformer. Néanmoins, ce que vous voyez ici comme différence entre les deux éléments, c'est que j'ai remonté ici la partie sud de l'Afrique, un peu vers le nord, et à l'inverse, tout ce qui est à l'est de l'Afrique, je l'ai descendu vers le sud. Et ça, c'est très net. Ça se voit assez nettement quand on regarde tous les éléments. Le point suivant, c'est l'Amérique du Sud. Donc c'est celui où, entre guillemets, je suis resté le plus proche de Fernand Cambette. Je n'ai pas terminé le travail, donc le travail sur le nord de l'Amérique du Sud, sur la mer des Caraïbes. Bon, j'ai un peu avancé, mais aujourd'hui, je ne peux pas vous le présenter de manière, je dirais, mûrie. Ce qu'on peut quand même voir, et c'est une des différences assez nettes, c'est que ici, tout ce qui est en rouge, ici, vous voyez, en fait, ce que vous voyez au bout de cette bande rouge, c'est l'île de Pâques. Et l'île de Pâques, on le voit assez nettement grâce aux cartes géologiques, en fait, ça a été extrait du Pérou. Ça n'a pas été extrait du sud de l'Amérique du Sud. Là, c'est très net, ça vient du Pérou. Et en fait, il y a eu une extraction, et c'est postérieur, ou vers la fin du déluge, où en fait, on voit, et ça ressemble quand même à quelque chose qu'a vu Fernand Cambette, on voit que la Providence a joué avec des îles. Alors, il y en a beaucoup trop chez Fernand Cambette, mais il y en a quand même quelques-unes. Et donc, les Galapagos plus là-haut, voilà. Et ici,
l'extraction de l'île de Pâques. Mais donc en fait, voilà, ça c'est une petite différence, mais dans la logique globale sur l'Amérique du Sud, j'ai juste une nuance complémentaire par rapport à Ferrand-Combel, c'est qu'on voit ici des zones qui sont, vous voyez, je les représente en bleu ici, c'est des zones de plus basse altitude, et ce sont des plats. Et donc les plats, je m'autorise à refermer les plats. Donc en fait, j'ai, provisoirement, pour l'instant, un peu rétréci ces zones-là. Donc j'ai allongé toute la cordillère des Andes, et j'ai rétréci un petit peu en largeur l'Amérique du Sud. Et ça, c'est indéniable, donc Combette l'avait très bien montré, et là, je n'ai pas beaucoup de changements par rapport à ce qu'il a vu. Bon, je continue ici à travailler sur cette zone-là, parce qu'elle est assez riche et elle est assez symbolique, mais je ne peux pas vous la présenter aujourd'hui. Alors ensuite, un des points les plus passionnants en termes de découverte, mais aussi les plus compliqués et les plus laborieux, c'est la jonction entre l'Antarctique, il manque un C là sur le schéma, l'Antarctique et l'Australie. Aujourd'hui, cet emboîtement, j'avais transmis à Delphine, dès le début des travaux que j'ai commencé, cette représentation-là, entre voilà, l'Australie et l'Antarctique, parce que vraiment ça s'emboîte vraiment parfaitement. Voilà, j'avais été frappé dans les conférences précédentes de cet emboîtement. Néanmoins, c'est insuffisant, on ne peut pas en rester là, les choses sont plus complexes. Et là, je ne reconstruis qu'une partie des choses, et donc on va voir un petit peu plus précisément comment ça se passe. On va regarder l'Australie. L'Australie, vous avez parlé de plats, ici il y a des zones plates. En fait, ce qu'on voit ici, c'est qu'avec ces zones plates, côté Australie, et puis aussi toute l'Océanie, ici il y a des zones d'écartement, donc on voit ici il y a le dorsal d'écartement. Donc toute cette zone, elle a été agrandie d'est en ouest ou d'ouest en est. C'est très net. Ici, on a un craton, là, la partie violette, elle est ancienne. Mais toutes les zones un peu jaunes ici, elles ont été agrandies. Donc, malgré tout, l'Australie, c'est de faible altitude. C'est un petit peu compliqué, il faut prendre du temps, il faut vraiment zoomer. Et c'est un des éléments clés de l'océan Indien, il faut vraiment travailler sur l'Australie, mais aussi sur la Nouvelle-Zélande. Et il y a un destin commun, évidemment, entre l'Australie et l'Antarctique. Donc, si je rapproche ici, et si je réduis la largeur de l'Australie, je vais devoir faire la même chose côté Antarctique. Et donc, en fait, côté Océanie, j'ai une reconstitution provisoire où, avec toutes ces informations-là, ces chemins, ces remontées de magma, etc., j'aboutis à toute une chaîne qui, ici, va du nord au sud de l'Océanie, avec la Nouvelle-Zélande, avec le banc de l'île de Lord Howe, les cordillères Tonga et Samoa, la Nouvelle-Calédonie qui est ici, les îles Vanuatu, les îles Salomon, la Papouasie et les îles Célèbres. Et là, bon voilà, c'est 2 années de travail, mais à l'arrivée, ça donne ça et ça donne vraiment un feston. Et ce feston, il est quand même très consolidé. Donc au moins, je vais quand même dans ce de Combette, au moins vis-à-vis de ce feston-là, même si dans le détail, l'origine du feston n'est pas du tout, parce qu'il n'y avait pas les infos qu'on a aujourd'hui, c'est que là je suis descendu jusqu'à 2600 mètres de profondeur pour tout recoller. Voilà pour l'Océanie. Et maintenant, on va regarder l'Antarctique. Donc l'Antarctique, vous avez ici un modèle numérique de relief de l'Antarctique qu'on appelle bedrock en anglais, c'est-à-dire on enlève la glace. Il y a 2 ou 3 km de glace, et en dessous, depuis peu, nous avons une vue de l'altitude sous la glace. Et on voit quand même qu'il y a des grandes zones qui sont plates, ici. Et comme je vous l'ai dit, je referme les plats. Et de la même manière que j'ai refermé les plats pour l'Australie, de la même manière, je vais aussi refermer ce plat-là. Par ailleurs, ici, la Nouvelle-Zélande est formée de 2 parties, une partie océanique, et puis une partie de l'Océanie, et une partie, en fait, qui est ici un bloc sur l'île du sud de la Nouvelle-Zélande. Et ici, ce bloc-là, il est en face de l'Antarctique via une dorsale. Donc je vais refermer là aussi. Et qu'est-ce que ça va donner? On va d'abord zoomer un petit peu sur la Nouvelle-Zélande, parce que c'est quelque chose d'assez original. La Nouvelle-Zélande, c'est 2 îles,
avec des Alpes néo-zélandaises, l'île nord, l'île sud, l'île nord-est, l'île sud-ouest. Et entre les deux, on voit cette limite qui est une confrontation de deux plaques qui se sont rencontrées et qui ont formé ces Alpes-là dans l'île sud. Et donc ça, le bloc du sud, je vais le refermer sur l'Antarctique. Tandis que le bloc du nord, lui, je vais le refermer sur l'Océanie. Et donc à l'arrivée, ce bloc du sud, il est ici, et il va venir se réemboîter, ici, et de la même manière, la mer de Weddell ici, je vais la refermer. C'est la différence avec Fernand Combette qui a ramené ici Madagascar. Là, je ne peux pas garder Madagascar ici. Ici, ça se referme. Et donc ça donne un continent antarctique avec ce bloc de Nouvelle-Zélande Sud qui est ici. Et cette forme beaucoup plus compacte, beaucoup plus regroupée pour l'Antarctide. Antarctide étant le nom du continent avant le déluge donné par Fernand Combette, et pas seulement par Fernand Combette, à ce continent. Et paradoxe, en fait, la Nouvelle-Zélande, elle existait avant, avec un bloc nord-est, un bloc sud-est, mais emboîté à l'envers. C'est quand même assez cocasse. C'est qu'en fait, je sépare complètement les deux îles, et en fait, elles se retrouvent ensemble, après reconstruction. Donc voilà, on a quelque chose d'assez original. On a une paléo-Nouvelle-Zélande. C'est un peu, en termes de vocabulaire, un peu étrange. L'île nord et l'île sud, en fait, auparavant, étaient déjà ensemble. Voilà, donc, in fine, le travail qui est ici montre une dislocation intermédiaire. Dans la dislocation intermédiaire, on avait vraiment quelque chose comme ça. Mais quand on remonte encore plus dans le temps, on a vraiment cet emboîtement pour l'Océanie et pour l'Antarctique. Par ailleurs, l'océan Indien est très compliqué à fermer, mais en fait, il y a deux grandes dorsales dans l'océan Indien. Donc la dorsale qui part en fait de tout ce qui est l'Arabie ici, la mer Rouge, et qui descend, on va dire, du nord-ouest au sud-est. Et puis il y a une autre dorsale qui a été plissée, contre-plissée, mais qui a partiellement disparu. Ces deux dorsales, c'est comme une grande croix du sud dans l'océan Indien. Et quelque chose d'un petit peu paradoxal ici, c'est qu'on a, on va dire, un sous-continent magmatique, c'est l'île Kerguelen. C'est une toute petite île, mais en fait, il y a un grand bloc magmatique qui est ici. C'est le bloc du sous-continent Kerguelen. C'est un plateau magmatique. Il est ici en rouge. Il doit être supprimé. Alors pourquoi comment ça s'est passé? Alors là, les images sont peut-être un petit peu compliquées à décoder, mais j'avoue que sans l'approche géomagnétique, je ne l'aurais pas découvert. On a un équivalent des dorsales océaniques, mais dans un cadre non pas d'un écartement avec une translation, mais une rotation. C'est-à-dire que l'Antarctique a pivoté, et le résultat de ce pivot, c'est une remontée de magma en arc, ici. Cette remontée de magma en arc, c'est le plateau Kerguelen. Et donc c'est ce pivotement qui permet de refermer le bloc Antarctique-Océanie vers l'Afrique et l'Asie. Alors j'ai mis 2 ans et demi à le voir, je suis désolé, ça a vraiment mis beaucoup de temps. Mais voilà. Alors il faut compléter ça. Il faut compléter ça avec les reconstructions actuelles qui montrent que l'Inde, ici, est accolée à l'Antarctique. Et puis ici, on a Madagascar. Donc là, c'est très différent de Fernand Combette. Et ces reconstructions-là, en termes de colocalisation Afrique, Madagascar, Inde et Antarctique, ne se trompent pas. Ça se voit avec vraiment ces chemins dont je vous parle, magnétiques, et ces dorsales océaniques, elles ne se trompent pas. La seule nuance, c'est que, en fait, l'Antarctique ici a été agrandi, l'Océanie a été agrandie, et qu'il faut prendre en compte la déformation des continents eux-mêmes. Et c'est là où, ici, on peut voir qu'il n'y a pas d'océan, et que la remontée de l'Inde vers l'Asie, telle qu'elle est représentée en géologie, elle est partiellement fausse, elle est juste d'un point de vue de positionnement initial,
Mais en fait, au départ, l'Inde, elle était déjà très haute. Donc, il y a vraiment un corridor de remontée de l'Inde, ça c'est clair. Mais déjà, il faut étudier l'Inde en tant que telle. Et l'Inde, ben, en fait, on le voit un peu ici, en Inde, il y a des parties rouges aussi ici, des remontées magmatiques. Donc l'Inde aussi a été agrandie. Donc il faut la réduire. Et donc là, voilà, j'ai pris l'Inde et j'ai réduit l'Inde en enlevant partiellement les aspects magmatiques. Et puis, ensuite, j'ai disposé l'Inde. Alors, je vais voir le résultat après. Je vous parle déjà auparavant de Madagascar. Dans cette carte géologique, Madagascar, on le voit très nettement. Ici, il y a une dorsale d'écartement. Madagascar, il faut le remonter vers la corne de l'Afrique. En même temps, cette corne de l'Afrique, ici, il y a cette dorsale qui fait un coude au niveau de l'Arabie. Et c'est la même dorsale. Donc il faut enlever le coude. Il y a eu cette remontée dont je vous ai parlé tout à l'heure sur l'Afrique, mais il faut déplier ce coude. Et c'est la même dorsale. Donc il y a plusieurs mouvements qui sont intervenus. Et donc d'une part, on va remonter Madagascar, et d'autre part, on va descendre un peu la corde de l'Afrique. Donc ça se voit ici, Djibouti, ceux qui connaissent le paysage un peu particulier, cette dorsale, elle est beaucoup plus droite que ce qu'on imagine. Et on le voit, après, on peut refermer l'océan Indien. Donc, à l'arrivée, voilà où j'en suis aujourd'hui dans la reconstruction. J'ai travaillé sur la partie sud, au niveau de la reconstruction. Et donc, ce qu'on voit, c'est, voilà, vous voyez ici Madagascar, vous voyez ici l'Arabie, avec une mer Rouge qui est beaucoup plus droite, il n'y a pas ce coude, où il y a un coude beaucoup plus léger. Vous avez l'Inde qui est ici, et ici, je referme tout l'océan Indien. Et donc l'Inde, effectivement, est remontée. On retrouve trace de cette remontée aujourd'hui dans une faille qu'on appelle la dorsale est-indienne. On retrouve vraiment cette trace. Mais voilà, au niveau de l'ensemble aujourd'hui, j'ai ces trois corolles, j'ai ces trois festons côté sud. Il y en a un quatrième qui est bien avancé, il n'y suit pas encore. Ici, on aura probablement l'Antarctide. L'Atlantide, pardon, qui s'est effondré, mais ce n'est pas encore confirmé. Et puis ici, vous voyez, je découpe déjà le modèle numérique de relief en tranches au niveau de tout ce qui est Himalaya, plateau du Tibet, et je prépare des reconstructions, mais c'est encore assez complexe. Et puis je vais me rapprocher des pôles, et donc c'est plus compliqué à traiter, je vais devoir faire des changements de projection. Voilà pour la synthèse. Et donc, en termes de mouvement d'écartement, au début, comment ça commence? Eh bien, voilà, une remontée vers le nord ici, corne de l'Afrique, vers le sud ici, vers l'est pour l'écartement de l'Amérique du Sud, vers l'ouest, le sud-ouest, pardon. Madagascar qui va descendre, le bloc Océanie, Antarctique qui va partir vers le sud-est, et avant de se diviser en deux et de s'agrandir lui-même. Et l'Inde qui va glisser vers le haut. Donc en termes de synthèse par rapport à la question initiale, dans le réagencement, oui, clairement, il y a un réagencement et il est rapide. La stratigraphie le montre, je vous ai parlé de cette logique qu'on voit sur les strates et des modèles non linéaires. Bon, après, ça peut être très difficile à quantifier. Il y a ces remontées de magma des terres immergées avec ces zones très plates. Alors on le verra plus sur les parties nord quand je serai prêt, parce qu'il y en a un peu plus sur les blocs continentaux. Mais c'est très très homogène. Il n'y a pas de dimension progressive, on le voit au désert de Taklamakan dont je vous ai parlé, et à la Caspienne. Il y a cette dorsale est-indienne et ouest-indienne. La dorsale ouest-indienne, elle est contreplissée, donc en fait je vais revenir ici. Vous avez cette deuxième dorsale ici, qui est en fait la première dans le temps. Elle n'est pas cassée par... En fait, on a eu une séparation, comme je vous ai dit, ici, première séparation ici. Donc on a une création d'une dorsale ici, le long de, entre guillemets, mon curseur. Et ensuite, il y a une deuxième dorsale due à la cassure entre l'Antarctique et l'Australie. Et donc, avec ce pivotement de l'Antarctique, on est allé à taper sur la première. Et la première s'est déformée. Et elle s'est déformée de manière continue, elle ne s'est pas cassée. Les magmas remontés, ils étaient encore chauds. Tout ça, ça s'est passé en quelques jours. Ça ne s'est pas passé en des millions d'années.
Et aujourd'hui, j'estime, c'est macroscopique, mais c'est un ordre de grandeur que, admettons que tout ça soit écarté en 120 jours, et ben, les 240 millions d'années de végénaire, c'est 120 jours. Donc voilà, on a 2 millions d'années par jour. Ça peut donner un repère, ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins, mais je pense que ça vous donne un repère, parce que là, on est vraiment dans la logique de quelque chose. On a beaucoup de contrastes aussi dans les mouvements. Ces contrastes, on ne peut pas y réfléchir en regardant, mais c'est pas naturel, même avec de la convection mantélique, ça s'écarte dans des directions opposées. Il y a un petit peu d'intention, un peu de finalité quand même pour considérer ça. Voilà, il y a des remboîtements qui sont très nets. L'érosion n'a pas fait disparaître la mémoire des blocs. On a une homogénéité des relevés d'anomalies magnétiques. Il n'y a pas d'inversion de polarité entre nord et sud au cours de cette dislocation. En conclusion, quelques mots sur le caractère scientifique de ce travail. Et là, je m'appuie non pas sur Karl Popper, mais sur Aristote. Dans les secondes analytiques d'Aristote, il y a une définition des sciences que je trouve remarquable. On l'oublie. Il n'y a de science que de l'universel et il n'y a de science que du nécessaire. Il y a des choses qui sont nécessaires dans la vie, on les observe, on les constate, c'est du nécessaire. Mais si je ne peux pas le généraliser, si je ne peux pas en faire des lois, ça reste du nécessaire, c'est pas de la science. De la même manière, on peut avoir des conjectures, des considérations, beaucoup de travaux scientifiques. On va faire des hypothèses, on va faire des modèles, on va faire des lois. Mais si je ne suis pas certain de l'application de ces lois, je ne suis pas dans la science, je suis dans l'universel. Aujourd'hui, 99% des travaux scientifiques, on est dans l'universel, mais probablement pas dans les sciences. Les sciences, c'est la conjonction des deux. Les sciences, ce sont des lois qui s'appliquent à du nécessaire et de l'universel. Et donc pour ça, pour arriver aux sciences, aux vraies sciences, qui sont beaucoup plus réduites que ce qu'on imagine, il faut d'abord observer, passer son temps à observer, c'est là où il y a le vitose. Et en fait, je me rends compte que moi, à travers ce travail, je ne observais pas assez. Il faut que je passe un temps fou à observer. Et c'est ce que fit Combet et ce que firent les géologues du 19e siècle comme Zuss, Lyell, Laparent. Et donc Combet a passé son temps à observer. Avant de dire c'est comme ça, il faut passer son temps à regarder. Et donc là, je prends un exemple qui est celui du linceul de Turin. Le linceul de Turin, on sait, ça a été démontré, en particulier, il y a eu une très très belle démonstration d'Arnaud Upinski qui est venu nous voir il y a quelques années. C'est un akeiropoiète, c'est un gros mot en grec, ça veut dire que ça ne peut pas être reproduit. Donc le sujet, on peut considérer le linceul avec les sciences, mais à l'arrivée, le résultat, l'objet linceul, on sait que ce n'est pas un travail de faussaire, on sait que ce n'est pas un travail d'artiste, on ne peut pas rentrer du tout dans l'universel. Donc, en tant que sujet ou en tant qu'objet, donc considération philosophico-scientifique, le linceul, il est hors des sciences. Il est dans le nécessaire, on est dans la certitude, mais il est hors des sciences. Et il ne faut pas le faire rentrer dans la science. Il faut utiliser les sciences pour comprendre, mais il ne faut pas le faire rentrer dans la science. Donc voilà, c'est un petit peu avec une certaine analogie par rapport à principe d'incertitude d'Heisenberg. Là, la certitude, si je travaille beaucoup dans l'universel, elle va m'échapper. Je ne vais complètement pas voir la certitude. Et en revanche, si je travaille sur la certitude, je la vois, j'y arrive, je renonce à l'universel, je ne suis pas dans un objet de science, je ne suis pas dans l'art de la connaissance, je ne suis pas dans la gnose. Il faut revenir au sens. Il ne faut pas renoncer à comprendre, il faut renoncer à savoir, il faut voir. Et donc, pour le linceul, c'est celui qui a des oreilles pour entendre, qui l'entende, et puis celui qui a des yeux pour voir, j'ai envie de dire, qui le voit. Et il y a forcément un lien avec une démarche, qui est un lâcher-prise à la dimension universelle pour arriver à cette certitude. C'est la foi, le regard de la foi. Ça n'empêche que l'on a une certitude, pas scientifique. Et la question, c'est est-ce qu'on n'est pas dans la même logique vis-à-vis du déluge et de l'écartement des continents? Je ne parle pas de la formation du continent originel qui peut être créé par des causes secondes.
Et cette forme de corolle à 8 pétales, elle peut être créée peut-être par des causes secondes. En tout cas, je me dis que c'est possible. Mais quand on a des morceaux qui ont été cassés et qu'il y a tant de mémoire, on peut dire ces deux blocs-là, ils ont été emboîtés. C'est la logique du symbole en grec. Et donc, l'approche de Combet, c'est de travailler sur le nécessaire, le réagencement rapide, on tombe sur le nécessaire, on a une démarche qui cherche à avoir cette certitude. En revanche, si je travaille sur le tectomondélisme qui a son mérite, avec des simulations de remontée magmatique à l'intérieur de la Terre, et ces cheminées, voilà, on va simuler des écartements plausibles sur des millions d'années, puis on va voir que peut-être, voilà, dans 4, 5, 10 millions d'années, la Terre aura une nouvelle forme. Et c'est un gros travail scientifique. En tout cas, c'est un gros travail sur l'universel. Je ne suis pas sûr qu'il aboutisse à du nécessaire, donc qu'il soit vraiment une science. Voilà, donc en fait, j'essaie de travailler à converger, il m'en faudra encore probablement, je pense, des mois et des mois de travail. Je voulais remercier tous les géologues, tous ceux qui ont fait des relevés de cartes depuis des centaines et des milliers d'années, parce que sans les cartes, tous ces travaux vraiment patients, longs, fastidieux, je ne pourrais pas vous présenter ça aujourd'hui. Donc voilà, je remercie vraiment tous les géologues et les géographes. Et puis je remercie aussi tous ceux qui d'entre vous prient pour ce travail. Et puis je remercie aussi l'abbé Marcadier qui a dit des messes, parce que sans les messes, je pense que, j'en ai témoigné auprès de Jean-Charles, j'ai découvert un certain nombre de choses suite à des messes qui ont été dites pour ce travail. Parce que je ne vous cache pas que j'ai pataugé dans la semoule pendant des mois et des mois, et qu'à un moment, on observe, il faut arrêter, il faut dire non, je reviendrai plus tard. Et voilà, j'ai découvert à certains moments des cartes qui m'ont aidé à comprendre. Et donc voilà, un grand merci à tous pour vos prières, pour la suite de ce travail. Et voilà, je peux répondre à vos questions si vous en avez. Mais en tout cas, ça nécessite votre soutien parce que ça demande encore beaucoup d'efforts. Merci.